Bonjour à vous, je vous espère bien portant. La 10e information et la dernière information dans cette série d'informations générales que vous devez connaître pour réussir l'élaboration de votre mémoire de licence en droit est relative aux acteurs de la rédaction du mémoire de licence en droit. Pourquoi parler des acteurs de rédaction du mémoire de licence en droit? Les raisons sont diverses, mais les quelques raisons que je peux vous donner, c'est que connaître les rôles de chaque acteur vous permet de savoir les rôles que va jouer chacun d'eux et ne pas perdre le temps. Je vais présenter ce sujet dans deux directions. Je parlerai des acteurs principaux ou acteurs majeurs et des acteurs secondaires. Qu'en est-il des acteurs principaux? Les acteurs principaux de la rédaction du mémoire de licence en droit sont notamment le chercheur, le directeur et l'institution. Qui dit du chercheur? Le chercheur est le cerveau moteur de la recherche. Il est l'auteur de l'œuvre à produire. La réussite de celle-ci, c'est sa réussite en premier lieu. C'est ainsi qu'il doit être conséquent dans son travail. Quelles sont maintenant les qualités du chercheur? Les qualités les plus utiles au chercheur sont l'intelligence, l'intuition, la rigueur, la possession des connaissances précises, la capacité de poser de bonnes questions, la capacité de mettre en relation les textes, la jurisprudence, analyse et théorie, et j'en passe. Les principes du chercheur. Dans la réalisation de son mémoire de licence en droit, le chercheur doit observer scrupuleusement les principes suivants. Principe de préparation préliminaire ou permanente. Principe de participation décisive. Principe du choix judiciaire des compagnons et des actes. Principe de l'ordre et organisation du temps. Principe relatif à la recherche de sa réalisation parfaite. Principe relatif à la confiance en soi et au sang-froid. Principe relatif à la volonté de faire ou fureur de vaincre. Principe relatif à l'étude synchronisée vers l'étude systématique. Principe de l'autodiscipline au management strict de son plan d'opération. Principe de la quintessence du réel à l'inéité de l'esprit. Et j'en passe. Guide du principe de la préparation permanente. Lorsque vous voulez élaborer votre mémoire de licence en droit, vous devez vous préparer chaque jour pour la réalisation de votre mémoire. Ainsi, il vous est demandé de prendre au sérieux ce que vous faites. De cette façon, vous pourrez apporter à la société des solutions appropriées et ou spécifiques pour la transformation durable. Deuxièmement, vous devez être soumis au règlement universitaire. Vous devez vous efforcer de vous mettre en ordre avec vos documents. Vous devez vous efforcer d'être régulièrement présent au rendez-vous avec votre directeur ou tous les autres collaborateurs. Vous devez vous adonner à la lecture. Vous devez maîtriser les cours de votre cursus. Deuxième principe que le chercheur doit connaître, c'est le principe de la participation décisive. Au cours de la rédaction de votre mémoire, vous devez vous impliquer personnellement et individuellement dans la recherche en tant que premier bénéficiaire des dividendes de votre travail. C'est ainsi qu'il vous est demandé ce qui suit. 1. La ponctualité, la rigueur, la participation effective à toute activité ou séance qui cadre avec vos recherches. 2. Vous déplier de vos caprices ou bizarreries de votre temps pour vous jeter dans les exigences de la recherche avec beaucoup de discernement. Troisième principe, c'est le principe du choix judiciaire des compagnons et des actes. Lorsque vous élaborez votre mémoire de licence en droit, vous devez opérer un choix judiciaire des compagnons avec qui, si l'éché, vous pouvez former des groupes de travail. Ainsi, vous devez avoir un regard analytique et sélectif sur toutes les influences de votre milieu pour 1. Éviter les personnes qui n'ont pas le même objectif, la même vision de la vie ainsi que du travail que vous.
vous devez vous entourer des compagnons intelligents, disciplinés, sérieux et vertueux. J'en passe. Quatrième principe, c'est le principe d'ordre et d'organisation du temps. Chers chercheurs, sans ordre, c'est l'anarchie. La recherche doit s'assumer dans l'organisation de votre temps. Ainsi, 1. Vous devez respecter ce que vous avez prévu pour un temps déterminé, c'est-à-dire activité précise pour un temps précis. Deuxièmement, vous devez suivre scrupuleusement les programmes et calendriers arrêtés par votre directeur, par vous-même, par l'université ou par tout autre acteur de l'élaboration de votre mémoire. Vous ne devez pas oublier la prière et la communion fraternelle. Vous devez prioriser les activités universitaires et vos recherches sur les activités culturelles, sportives et autres. Un autre élément à savoir, vous devez préétablir votre horaire et l'afficher dans votre chambre. Par exemple, vous pouvez commencer votre journée à 5h30 du matin pour la terminer à 22h juste. Ça vous aidera à avoir assez de temps de repos et à vous réveiller tôt et travailler. Cinquième principe, c'est le principe de la recherche de votre réalisation parfaite. Ici, la réalisation parfaite doit être entendue comme la satisfaction des besoins primordiaux relatifs à votre recherche. Ainsi, le chercheur doit être à jour sur toutes les articulations de son mémoire pour ne pas passer à côté d'une information pertinente sur son sujet de recherche. 2. Vous devez faire le bilan de vos réalisations chaque jour, chaque semaine, chaque mois, quand sais-je encore, afin de déceler les points positifs et négatifs. Et alors, vous devez par la suite procéder à la correction progressive des points négatifs, les endiguer ou les éliminer s'il échouent, afin d'atteindre votre réalisation parfaite. 3. Vous devez prendre des dispositions pour affronter avec sérénité les obstacles sur votre parcours. Vos évaluations vont vous permettre de ne pas être surpris ni découragé par les difficultés, les échecs ou autres impondérables. 4. Vous devez vous poser les questions suivantes face à une difficulté. Quelle est la vraie difficulté? Quel est le vrai problème? Quelle est sa cause ou ses causes véritables? Pourquoi telle ou telle cause? Quelle est ma part de responsabilité? Y a-t-il une autre responsabilité? Comment résoudre ces problèmes? Comment résoudre ces difficultés? Quels sont les moyens psychologiques, humains, matériels ou autres à mettre en exergue pour résoudre les problèmes qui se présentent? Où trouver les moyens? Et après les avoir trouvés, aborder les problèmes ou les sélectionner s'il est complexe afin de l'analyser sereinement selon cette procédure susmentionnée, c'est-à-dire vous posez toujours des questions et ça va vous aider à résoudre les difficultés et à avancer. 6e principe, c'est le principe de la confiance en soi et le sang-froid. Lorsque vous êtes en train d'élaborer votre mémoire de licence en droit, vous devez d'abord et avant tout compter sur vous-même. Vous devez vous efforcer d'être quasi complet et de vous assurer que vous êtes singulièrement capable de faire mieux que les autres dans la réalisation de votre mémoire et en même temps, vous devez accepter l'apport de vos collaborateurs, c'est-à-dire les acteurs principaux ou les autres acteurs secondaires, pouvant vous aider à compléter votre bagage intellectuel. Ainsi, vous devez 1. Gardez vos vertus parmi lesquelles l'humilité dans tous vos contacts est couplée du sang-froid ou maîtrise de soi. Ce sang-froid devra vous accompagner partout et dans toute communication avec les autorités universitaires et les camarades et qu'en sais-je encore. 2. Vous devez être versé dans les recherches scientifiques, la culture générale et la connaissance approfondie de vos cours.
et cela vous serait d'une grande utilité. Septième principe, c'est le principe de la volonté de faire ou fureur de vaincre. Lorsque vous faites votre mémoire de licence, vous devez avoir la volonté sans relâche et une détermination inébranlable à réaliser le rêve noble de réussir votre mémoire de licence à la fin de l'année par un travail assidu et permanent. Ainsi, vous ne devez pas céder ou courber à l'inchine devant n'importe quel appât ou stimulus contraire à vos recherches ou à votre travail. Vous devez donc résister à tout ce qui tend à vous détourner de vos recherches et de la réussite. 2. Vous devez chercher davantage la volonté de faire le don de vous-même afin de vaincre les impondérables. Sans cela, vous ne pouvez pas avancer. Il y a certains moments où vous devez vous refuser certains plaisirs pour vous consacrer à votre mémoire. S'il faut peut-être vous adonner à des activités de divertissement, il y a des moments où vous devez vous dire « Non, j'ai d'abord un travail à faire ». Huitième principe est celui du principe de l'étude synchronisée à l'étude systématique. Lorsque vous faites votre mémoire, il n'est pas conseillé de rester seul, enfermé et hermétiquement enfoui dans un carcan pour bien réussir. C'est pourquoi, chercheurs, vous devez 1. Compter sur vos progrès avec ceux de vos camarades décidés à réussir. 2. Au préalable, vous devez réviser vos notes de cours, votre projet de travail déjà réalisé avant 22 heures, comme le programme que je vous ai proposé de dormir à temps, et avant la prochaine rencontre avec vos camarades, votre directeur, pour avoir de quoi dire. 3. Vous devez créer de ces faits un cycle hebdomadaire qui vous permet de relire et de réviser vos cours et votre projet de recherche chaque semaine. Cela va vous donner un avantage pour orienter vos recherches et identifier vos difficultés. Quand le rythme est régulier, c'est très bénéfique pour vous. 9e principe, c'est le principe de l'autodiscipline au management strict de son plan d'opération. Les psychopédagogues sont d'accord que la discipline est l'un des facteurs favorisant la réussite et l'action pédagogique. Et donc, le chercheur étant le tenant et l'aboutissant de son travail de mémoire, il a l'obligation de se donner une discipline sans faille et rigide pour son propre bien, c'est-à-dire la bonne réalisation de son mémoire. Ainsi, il doit laisser toutes ses activités journalières être guidées par la pratique rigoureuse de la discipline. 2. Votre comportement journalier doit être dicté par votre planning d'activités journalières. Et donc, vous ne devez pas faire tout ce qui est faisable. Plutôt, vous devez faire ce que vous avez prévu. Parce que le temps, vous devez bien savoir le gérer pour bien élaborer votre mémoire. 3. Vous devez vous entraîner à être compétent, vertueux et exemplaire. Une échelle de valeurs humaines, intellectuelles et culturelles doit être la référence de vos actions en général et de votre conduite socio-académique en particulier, afin d'amener à bon port votre travail. 4. Vous devez doser de façon stricte, régler et mesurer toute distraction. Ainsi, vous devez éviter tout excès dans la pratique de vos activités récréatives ou des loisirs, afin de consacrer suffisamment de temps pour l'élaboration de votre mémoire. 5. Vous ne devez pas non plus exagérer les activités intellectuelles, sachant que tout excès est nuisible tant à la santé mentale que physique. Et ce management-là va vous aider. Quand vous savez très bien gérer votre temps, gérer bien vos activités, ça va vous aider à réussir votre travail. 10e principe, c'est le principe de la
quintessence du réel à l'innéité de l'esprit. Au cours de l'élaboration de votre mémoire, vous devez certainement trouver des activités utiles, agréables et importantes d'une part, et celles qui sont clairement indispensables et essentielles d'autre part. Ainsi, vous devez choisir ce qui est vital ou primordial pour la concrétisation de votre mémoire. 2. Vous devez vous fixer un objectif global et des objectifs spécifiques afin de réussir votre mémoire. Voici ce que je vais faire à telle période, voici ce que je ferai. Et avec ces objectifs spécifiques, ça va vous aider à atteindre votre objectif global que vous vous êtes fixé. 4. Vous devez vous référer constamment à l'Esprit de Dieu qui est en vous pour que vous arriviez à distinguer le bien et le mal. Je ne peux pas passer sans vous donner quelques astuces contre la procrastination. La procrastination est la tendance à remettre au lendemain, à plus tard, à ajourner, à temporiser ce qui pourrait être fait le moment même. Ainsi, afin de lutter contre la procrastination et donc vous donner l'occasion d'élaborer dans le temps votre mémoire, vous devez songer à ces éléments. 1. Ne pas viser la perfection. Faites ce qui est faisable. Respectez les délais que vous vous fixez. 3. Ne pas hésiter à vous faire aider quand c'est nécessaire. 4. Vous récompenser quand vous avez fait quelque chose de bon. 5. Vous accorder du temps, soit de travailler, soit de vous reposer. 6. Listez les choses que vous devez faire. 7. Connaissez votre cycle d'efficacité. Savoir à quel moment vous êtes trop productif et profitez de travailler à ces moments-là. 8e astuce, ne vous démoralisez pas. 9e astuce, ne soyez pas multitâche. Ne commettez pas l'erreur de vouloir faire plusieurs choses à la fois. Faites chaque chose par rapport à votre programme et comme vous l'avez prévu. Ainsi, prenez ce conseil. S'il est possible de faire beaucoup de choses, sachez qu'il est contre-productif de faire beaucoup de choses en même temps. 10e astuce, évitez l'ultra-optimisme. Astuce, passez à l'action. Chaque fois que vous avez une idée, ne perdez pas le temps. Passez déjà à l'action pour commencer à travailler. Deuxième acteur, c'est le directeur de mémoire des licences. Pour réussir votre travail, vous devez aussi avoir des informations suffisantes sur les directeurs de mémoire des licences en droit. J'y vais aussi méthodiquement. Je commence par les quelques questions fondamentales que vous devez vous poser. Donc, nous allons répondre à cette question. Pourquoi choisir un directeur? Quand choisir un directeur? Quels sont les obstacles au choix du directeur? Qui choisir pour directeur? Qui doit choisir un directeur? Comment choisir un directeur? Quelles sont les conditions de choix du directeur? Mais pourquoi choisir un directeur? Le choix du directeur n'est pas une faculté pour le chercheur de licence en droit. Voici les raisons. 1. Choisir le directeur est une obligation universitaire. Aucun mémoire ne peut être validé s'il n'est pas porté par un directeur. Le directeur a donc le rôle qu'il vaut mieux connaître et ne pas négliger. 2. Choisir le directeur, c'est se réserver un soutien. Le chercheur partage ses questionnements, ses avancées dans son projet et parfois ses moments de doute avec son directeur. En tant que conseiller, le directeur se présente tel un véritable soutien au chercheur dans son travail de recherche. Troisièmement, choisir un directeur, c'est se réserver un guide. Quatrièmement, choisir le directeur, c'est pour un accompagnement théorique et méthodologique. Sans se substituer au chercheur, le directeur le conseille, lui donne des orientations nécessaires, se prononce sur la qualité du travail
propose des pistes de solutions et j'en passe. Et donc, c'est utile de choisir les directeurs. Telles sont les raisons. Ainsi, prenez ces conseils. Il convient aux chercheurs de garder en tête que le directeur est là pour les guider et non pour faire le travail à sa place. C'est donc à lui, les chercheurs, de préparer des questions qu'il veut poser à son directeur afin qu'il bénéficie au maximum de son soutien ou de son apport. Quels sont les obstacles au choix du directeur? Il arrive que le chercheur n'ait pas de marge de manœuvre pour effectuer son choix de directeur. Cela arrive le plus souvent lorsque 1. Son institution université a une politique consistant à imposer les directeurs aux chercheurs. Ces genres de politiques sont regrettables. Les politiques d'imposition des directeurs sont les plus souvent de deux ordres. Il y a l'imposition expresse et l'imposition implicite. De façon implicite, l'imposition se fait notamment par la limitation du nombre de chercheurs par directeur, le profilage des directeurs, donc il pose des conditions qui ne donnent pas aux chercheurs beaucoup d'options. L'affectation unilatérale des chercheurs aux directeurs par voie de communiqué, qu'en sais-je encore. Ceci empêche aux chercheurs notamment de choisir un directeur qui n'est pas fils maison ou qui n'est pas de son département. Les chercheurs peuvent avoir des difficultés de choisir un directeur lorsque le chercheur ne trouve qu'un seul spécialiste disponible dans son domaine. Quand il n'y a qu'un seul spécialiste, vous ne faites pas les choix, puisque vous ne pouvez pas choisir quand vous n'avez qu'une seule option. Quand choisir le directeur? Il vaut mieux que le chercheur choisisse le directeur quand il en a besoin. Ces besoins peuvent s'éprouver soit avant le choix du sujet ou après le choix du sujet. Et donc, il est préférable de choisir le directeur le plus tôt possible, c'est-à-dire dès que le chercheur a l'idée sur son besoin, il faudra qu'il amorce sans désemparer la procédure du choix du directeur. Lorsque le chercheur a déjà son sujet, il devra chercher un directeur potentiel pour le diriger. Mais s'il n'arrive pas à trouver un sujet ou qu'il veut être accompagné par quelqu'un en qui il a confiance, le chercheur peut choisir le potentiel directeur avant de choisir le sujet. Prenez ces conseils. Choisir le directeur avant de choisir le sujet n'est pas la meilleure option que choisir le directeur après le choix du sujet. En même temps, choisir le directeur après le choix du sujet n'est pas non plus la meilleure option que choisir le directeur avant le choix du sujet. Et donc, tout est relatif. À mon avis, il n'y a pas de meilleure option. C'est le besoin réel qui doit dicter le choix. Mais à quoi bon perdre le temps quand on peut se faire aider? Ou à quoi ça servirait d'étouffer son inspiration en surestimant les autres? Deuxième conseil, associez Dieu dans le choix de votre directeur en priant pour qu'il vous oriente. Le choix du mauvais directeur est cruel. Qui choisir comme directeur? Peut-être que vous aussi vous posez cette question. Qui dois-je choisir comme directeur? Le chercheur ne peut faire le choix du directeur que s'il a plus d'une option devant lui. Et dans ce cas, il lui est demandé de bien faire le choix. Quand il peut faire le choix, le chercheur verra ce que son futur directeur est dans une proportion considérable les qualités et traits suivants. Première caractéristique, patience. Il doit être prêt à vous supporter dans vos tâtonnements du début. Il doit être respectueux de votre intuition de départ. Pas quelqu'un qui vient vous dérouter de votre idée, mais quelqu'un qui vous conduit, qui vous aide à amener à bon port votre travail. Deuxième caractéristique, entente. Il est souhaitable que le chercheur préfère un directeur de recherche avec qui le courant passe bien. Ne choisissez pas quelqu'un avec qui vous ne vous entendez pas, sauf si c'est lui votre seule et unique option. Troisièmement, veillez sur sa spécialité. Vous devez vous intéresser à la spécialité de votre directeur afin de vous assurer
qu'elle est à la limite assez proche du domaine de votre sujet. Quatrième caractéristique ou trait à considérer est sa disponibilité. Si le directeur est sollicité par beaucoup de camarades, il ne sera pas bon pour la suite de votre travail. Il risque d'être non présent quand vous aurez besoin de lui. C'est aussi le cas lorsqu'il est surchargé par de multiples occupations. Il ne faut pas le préférer parce qu'il peut vous préjudicier. Cinquième trait à voir, c'est la prédisposition à vous encourager. Il n'y a pas mieux que des paroles d'encouragement qui proviennent de son directeur. Elles sont capables de vous booster à mieux faire davantage. Lorsque votre directeur vous dit « Ma fille, vous êtes intelligente. Mon fils, courage à vous. J'ai fait confiance à votre capacité de réflexion. Je voudrais voir comment tu vas résoudre cette question. J'ai hâte de lire ton raisonnement sur cette question. Ça vous motive davantage. » Sixième caractéristique à voir, c'est son directeur. Il doit avoir la volonté de vous accompagner. Le directeur doit être disposé à évaluer avec vous la faisabilité de votre sujet. Le cas échéant, il peut vous suggérer d'autres pistes, vous accompagner dans la délimitation de votre sujet, comme sais-je encore. Septième caractéristique à voir, il doit être prédisposé à vous aider. Le directeur doit être prêt à vous venir en aide, en vous aiguillant, en vous conseillant, notamment sur la pertinence de votre sujet et comme sais-je encore. Vous devez veiller sur ces attitudes communicationnelles pacifiques, instructives et conciliantes. Ces attitudes feront en sorte que votre directeur soit à même de maîtriser vos élans parfois irréfléchis. Et donc le directeur doit faire preuve d'un intérêt à l'égard de vos intentions, souvent encore plus vagues. Veillez sur sa compétence, veillez aussi sur son expérience en matière de direction de recherche. L'autre caractéristique ou l'autre trait que vous devez voir avec vigilance, il doit être connu. Il est préférable au chercheur de choisir un directeur qu'il connaît déjà, soit pour l'avoir eu comme enseignant ou comme directeur précédemment. Autre caractéristique, il doit être réceptif. Il doit être prêt à accepter que vous preniez une démarche qui s'écarte de la sienne et en même temps, il doit être ouvert à ce que vous pensiez autrement que lui. Autre élément, vous devez apprécier la tournure d'esprit et l'approche des problèmes de votre directeur, sa façon de résoudre les problèmes, sa façon de gérer les problèmes, sa façon d'écrire, sa façon de réfléchir. Vous devez apprécier sa tournure et travailler avec lui. Il doit s'agir d'un directeur à l'égard de qui vous éprouvez une certaine sympathie, du fait que vous allez le voir un certain nombre de fois au courant de l'année. Il doit être habilité ou autorisé par votre institution université à diriger le mémoire. Si vous choisissez un directeur qui n'est pas habilité, vous allez être bloqué parce que ça ne pourra pas passer. Il doit être intéressé par les sujets que vous voulez traiter. À moins de vouloir jouer à l'apprenti sorcier, les champs d'expérience d'un professeur demeurent limités. Plus le projet de recherche s'en éloigne, moins son initiateur risque de ne pas recevoir une aide appropriée. Il y a encore beaucoup d'autres caractéristiques que vous pouvez trouver. Prenez ces conseils. Le chercheur ne doit pas être esclave d'un directeur pour autant qu'au début, il a la possibilité de choisir tout autre professeur disponible. Quelques questions que vous devez vous poser sur ce directeur que vous voulez choisir pour savoir s'il est le bon, s'il est celui que vous devez prendre. Posez-vous cette question. Est-ce qu'il vous a déjà invité à travailler votre mémoire avec lui? Est-ce qu'il limite le nombre de chercheurs qu'il accepte de suivre? Est-ce qu'il prend connaissance avec suffisamment d'attention les travaux qu'on lui soumet? Est-ce qu'il anime un séminaire ou un atelier à l'intention
des chercheurs qui veulent travailler sous sa direction? A-t-il des conditions ou exigences auxquelles il soumet ceux-là qui veulent travailler sous sa direction? Etc. Avec toutes ces questions-là, ça vous aidera à savoir de manière claire auprès de qui il faut aller. Il ne suffit pas d'apporter des réponses à ces questions, mais il s'agit d'analyser les réponses afin de dépister toute contradiction qui ne pourrait que créer par la suite un malaise et éventuellement conduire à des déceptions. Mais qui doit choisir un directeur? Le choix du directeur n'appartient pas à tout chercheur. Il serait préférable que le chercheur qui veut choisir un directeur présente les caractéristiques suivantes. 1. Il doit être éclectique. Ne vous avisez pas à chercher à choisir un directeur si vous n'êtes pas prêt à accueillir ce qui est bon venant d'une autre personne autre que vous. Travaillez d'abord sur ça avant de faire le choix du directeur. Vous devez être non iconoclaste, c'est-à-dire vous devez vous rassurer que vous ne faites pas partie de ces gens qui se croient forcément meilleurs que ceux qui les ont précédés. Pour choisir le directeur, vous devez être réceptif. Vous devez vous assurer que vous êtes capable d'écouter les avis des autres. Pour choisir le directeur, vous devez être actif. Donc, avant de choisir le directeur, vous devez être sûr que vous êtes apte à exécuter les tâches qui vous seront données ou recommandées par votre directeur. C'est là pour ne pas faire face à des surprises désagréables. Comment choisir un directeur? Le choix d'un directeur doit obéir à des conditions diverses parmi lesquelles nous citons. 1. Définir le type d'encadrement que vous voulez. Est-ce que vous voulez travailler de façon isolée ou au sein d'une équipe? Clarifiez cela. Deuxièmement, songez à un contrat explicite. Celui-ci peut être verbal ou écrit, mais l'essentiel est qu'il puisse exister. Il doit consacrer les droits et les obligations de chacun de manière à être connu sans équivoque. Plus les règles qui gouvernent les interactions sont explicites et conscientes, moins il y aura des coins d'ombre au départ et plus l'entente pourra être fructueuse. Deuxième condition, vous devez avoir l'œil ouvert et l'esprit vif pour trouver le directeur de recherche qui vous convient. Troisième condition, vous devez définir vos attentes face à votre directeur. Est-ce que vous voulez un guide, un superviseur, un auditeur attentif, un esprit critique et qu'en sais-je encore? Voici quelques conseils importants que je veux que vous puissiez connaître. Lors de toute rencontre avec votre directeur de mémoire, il est indispensable de faire ces petits gestes qui sauvent. 1. Préparez soigneusement l'entretien que vous allez avoir avec votre directeur. Sujets, références, lectures, idées, questions et qu'en sais-je encore. Prenez des notes ou avec son accord explicite, enregistrez la conversation. De la discussion peuvent surgir des idées, des orientations et des observations essentielles qu'il importe de ne pas perdre quand vous et votre directeur vous séparez. Voilà pourquoi il faut écrire. Encore une autre chose, au-delà de ces entretiens organisés et sans indisposer votre directeur de mémoire par des messages ou des coups de téléphone trop fréquents ou trop pressants, vous devez saisir toutes les occasions de rencontrer et de discuter avec votre directeur. Il importe toutefois d'attirer l'attention sur deux dimensions que tout chercheur qui se met en quête du directeur de recherche devrait considérer avec la plus grande attention. Lors de la ou de rencontres initiales, vous devez faire deux demandes explicites à votre directeur potentiel. Première demande, demandez-lui de vous fournir une courte bibliographie d'écrits fondamentaux incontournables en relation directe avec l'objet de recherche considéré. Deuxième chose importante à faire,
demandez-lui de vous fournir quelques-unes de ses publications en relation avec votre objet de recherche. Si le directeur que vous envisagez ne peut pas répondre à ces deux demandes, ou à l'une d'elles, ou bien vous devez changer l'objet de votre recherche pour en choisir un qui soit dans les cordes de votre directeur, ou bien vous devez trouver un autre directeur pour vous encadrer. Troisième acteur principal, c'est l'institution ou université. Il importe que le chercheur fasse son mémoire au sein d'une institution crédible. Toute recherche effectuée au sein d'une institution non crédible est une recherche qui ne vaut rien sur le plan scientifique. Elle peut aboutir à des conclusions valides, mais faute de la crédibilité de l'institution qui les a validées, elles ne peuvent pas valoir leur pesant d'or. Quel est le rôle de l'institution? L'université dans laquelle le chercheur réalise son mémoire dispose d'un certain pouvoir qui lui permet d'exercer une influence sur les cours du mémoire. Ainsi, le chercheur a tout intérêt de requérir à chaque étape la bénédiction de son université, c'est-à-dire l'aval pour la garantie de son travail. Après avoir traité les acteurs principaux ou majeurs, qui sont les acteurs secondaires dans l'élaboration d'un mémoire, par acteur secondaire, il faut entendre toutes les personnes qui contribuent indirectement ou discrètement à la réalisation du mémoire. Ces acteurs peuvent être des encadreurs, des accompagnateurs, camarades de promotion, enquêtés, des interviewés et qu'en sais-je encore. Dans la plupart des cas, ces acteurs secondaires figurent dans la page des remerciements. Ce sont des personnes sans lesquelles le mémoire ne serait pas réalisé et donc il vaut mieux reconnaître leur importance pour savoir ce que vous pouvez tirer d'eux. Il y a certains qui soutiennent moralement, d'autres financièrement, d'autres encore contribuent à élaguer les zones d'ombre et qu'en sais-je encore. Les pièges à éviter en ce qui concerne les acteurs secondaires. Évitez 1. Que les échanges avec eux ne soient pas des discussions vulgaires, interminables, ayant des apparences d'échanges scientifiques, alors qu'ils ne profitent pas à son travail. 2. Il doit éviter que l'esprit grégaire et vulgaire ne soit pas confondu avec la compagnie saine et responsable. Il doit éviter que les distractions oisives ne prennent pas la place des recherches. Avec ces conseils, je suis sûr que vous avez des informations importantes qui peuvent vous aider à élaborer votre mémoire de licence en droit. Ça, c'est la 10e information capitale que vous êtes censé connaître pour réussir l'élaboration de votre mémoire de licence. Si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires, je vais vous répondre. Vous aimez votre chaîne Pourquoi ça et vous souhaitez contribuer à son développement, rien de plus simple à faire. Abonnez-vous à la chaîne, soyez actifs en aimant, en commentant et en partageant vos épisodes préférés. Merci.